Tu ne peux pas rester ici pendant la démonstration. Retourne au ménage, dit le sergent en pointant la porte devant les visiteurs VIP. Je ramasse juste les cartouches vides, monsieur, répondit doucement la femme en uniforme usé. Le personnel de soutien doit connaître sa place. De vrais opérateurs s'entraînent ici. Les soldats rirent pendant qu'elle continuait à travailler en silence. Certaines personnes naissent pour vraiment servir. D'autres, eh bien, au moins, elles gardent le sol propre. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle était l'opératrice SEAL la plus létale de l'histoire américaine. Maya Johnson poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs du complexe d'entraînement naval avancé de Virginia Beach. À 32 ans, elle était devenue invisible. Uniforme ample, cheveux attachés, mouvements discrets. Depuis 8 mois, elle travaillait comme femme de ménage pour une entreprise sous-traitante, utilisant des papiers civils qui cachaient son passé militaire. Lors d'une démonstration de tir pour des visiteurs VIP, elle nettoyait les côtés du stand de tir lorsque le sergent Williams décida de faire d'elle un exemple. « Mesdames et messieurs, regardez comment travaille notre équipe de soutien », se moqua-t-il assez fort pour que les visiteurs l'entendent. Certaines personnes sont nées pour servir, d'autres, enfin, au moins, elles nettoient le sol. Les opérateurs rirent, tandis que Maya continuait à travailler. Mais lorsqu'elle se baissa pour ramasser des douilles vides, ses mouvements révélèrent une précision militaire qui ne correspondait pas à son travail. Williams a insisté. « Hé, vous, plus vite! Nous avons de vrais professionnels qui travaillent ici. » Maya n'a pas répondu, mais quelque chose dans son regard, un éclair dangereux, a rendu l'atmosphère tendue pendant un instant. « Regardez-la » a poursuivi Williams à l'intention des visiteurs. Voilà ce qui arrive quand les gens n'ont pas l'étoffe d'un vrai militaire. Ils finissent par nettoyer derrière les vrais héros. Les mains de Maya s'immobilisèrent. Elle serra plus fort le manche de la serpillière, mais son visage resta impassible. « Johnson !» aboya Williams. « Je vous ai parlé. Montrez un peu de respect en présence d'officiers. » Maya se leva lentement, se tourna vers lui et hocha une fois la tête. Mais à cet instant, quelque chose passa entre eux. Le prédateur reconnaissant sa proie, même si aucun des deux ne savait encore qui était qui. Les visiteurs se mirent mal à l'aise. Quelque chose dans l'immobilité de cette femme silencieuse semblait anormal, comme le calme avant la tempête. Williams le sentit aussi, mais continua. « C'est mieux. Maintenant, retournez au travail. De vrais soldats s'entraînent ici. » Maya reprit son nettoyage, mais la tension dans la pièce avait changé. Tout le monde pouvait le sentir, même si personne ne comprenait pourquoi une simple femme de ménage pouvait mettre des agents entraînés aussi mal à l'aise. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Maya Johnson avait autrefois été le nom le plus redouté des opérations spéciales. Maya vivait dans un petit appartement près de la base, aussi dépouillé qu'une cellule de prison. Ses matinées commençaient à 4h30 par une course de 8 km, toujours le même parcours, toujours au même rythme, comme un rituel quotidien punitif. Au travail, c'était la femme de ménage qui ne parlait jamais, qui apparaissait là où elle devait être sans être vue. Les autres employés civils l'évitaient, la traitant de bizarre et de bête-snob. Maya observait tout, chaque agent, chaque visiteur, chaque mouvement. Elle connaissait les horaires, les routines et les angles morts du complexe mieux que les agents de sécurité eux-mêmes. Quand elle nettoyait la salle des armes, ses mains s'attardaient sur le matériel avec une connaissance qui n'aurait pas dû exister. Le soir, elle ne regardait pas la télévision et ne surfait pas sur Internet. Elle restait assise dans le noir, faisant rouler entre ses doigts 3 balles usagées comme un chapelet, murmurant des noms que personne d'autre ne pouvait entendre. Marcus, David, James. Elle gardait toujours ses manches baissées, cachant soigneusement toute marque qui aurait pu révéler son passé. Pendant la pause déjeuner, Maya mangeait seule dans sa voiture, observant les stagiaires à travers la vitre. Des visages jeunes, enthousiastes et confiants. Elle se souvenait avoir été comme ça autrefois, avant que tout ne change. Au début, les autres agents d'entretien avaient essayé de l'intégrer. « Viens manger avec nous, Maya », lui disait-il. Mais elle refusait toujours poliment, prétextant qu'elle préférait rester seule. « Cette femme me donne la chair de poule », avait-elle entendu dire. « Elle se croit supérieure à nous. Si seulement ils avaient su la vérité. » Maya n'était pas supérieure à qui que ce soit. Elle était pire. Un fantôme portant le poids de choix qui la hantait à chaque instant. Son appartement ne contenait aucune photo, aucun objet personnel, à l'exception d'une petite boîte en bois qu'elle gardait sous clé.
À l'intérieur se trouvaient 3 plaques d'identité qui ne lui appartenaient pas, 3 lettres jamais envoyées et une médaille qu'elle n'avait jamais portée. Chaque soir avant de s'endormir, elle comptait les jours qui s'étaient écoulés depuis qu'elle avait disparu de son ancienne vie. 8 mois et 12 jours. Pas assez longtemps pour oublier, mais suffisamment pour savoir qu'elle n'y parviendrait jamais. Courir l'aidait, mais cela n'empêchait pas les cauchemars. Williams avait intensifié ses jeux psychologiques sans savoir pourquoi la présence de Maya le dérangeait autant. Lors d'une visite de supérieur, il ordonna à Maya de nettoyer les toilettes des hommes pendant qu'il les utilisait, la forçant à subir une humiliation planifiée. « Johnson, ces urinoirs ne se nettoient pas tout seuls », ordonna-t-il devant les colonels en visite. Maya entra sans hésiter et travailla avec une efficacité robotique, tandis que les opérateurs faisaient des blagues sur sa présence. Mais lorsque Williams la força à nettoyer sous les lavabos pendant qu'il utilisait l'urinoir, en faisant des commentaires racistes sur le fait de connaître sa place, quelque chose changea. Maya cessa de travailler. Ses mains se refermèrent sur le manche de la serpillière avec une force suffisante pour briser le bois. Le silence qui suivit était différent. Ce n'était pas un signe de capitulation, mais plutôt celui d'une proie traquée. Williams le sentit, même s'il ne comprenait pas encore qu'il avait franchi une ligne. Maya se remit au travail, mais désormais, tout le monde dans les toilettes avait le sentiment d'être en présence de quelque chose de dangereux sous des apparences inoffensives. « Tu sais quel est ton problème, Johnson ?» demanda Williams en remontant sa braguette. « Tu te crois spécial, mais tu n'es qu'un nettoyeur de plus qui n'a pas réussi dans la vraie vie. » Maya ne répondit pas, mais serra les mâchoires. « Ma fille Jessica a 16 ans et veut s'engager dans l'armée, » continua Williams. « Elle a plus de combativité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. Elle fera quelque chose de sa vie. » Il ne voyait pas l'ironie de la situation. Il avait une fille qui voulait servir son pays, alors qu'il détruisait une autre femme qui avait déjà servi avec honneur. « Réponds-moi quand je te parle, » exigea Williams. Maya leva les yeux de son nettoyage. Pendant 3 secondes, Williams vit quelque chose de mortel dans ses yeux. Son corps bougea légèrement, calculant les angles et les distances. Williams eut l'impression d'être étudié comme une cible. Puis Maya cligna des yeux et se remit au travail. Mais tout le monde l'avait senti. Le chasseur et la proie venèrent de se reconnaître. Le point de rupture survint lorsque Williams décida de tester Maya avec une arme. Au cours d'une démonstration, il l'appela. « Johnson, puisque vous fouillez toujours dans les armes quand vous nettoyez, pourquoi ne pas montrer à tout le monde comment un agent d'entretien tient un pistolet ?» Il lui tendit un Glock standard, s'attendant à ce qu'elle se ridiculise. Maya prit l'arme et instantanément toute sa posture changea. En quelques secondes, elle vérifia l'arme avec des gestes militaires fluides, identifia le chargeur et vérifia la sécurité. « Arme déchargée, sécurité enclenchée, détente libre », rapporta-t-elle en utilisant des termes techniques parfaits. Williams pâlit. Elle venait de faire preuve d'un entraînement militaire avancé. Maya rendit l'arme avec une précision militaire, puis quelque chose se produisit. Elle regarda Williams droit dans les yeux, et pendant 3 secondes, il vit quelque chose de mortel dans son regard. Sa posture changea légèrement, mesurant les angles et les distances. Williams eut l'impression d'être évalué comme une cible lorsque Maya cligna des yeux et retourna à son travail. Mais tout le monde l'avait senti, le prédateur et la proie venaient de se reconnaître. « Où avez-vous appris à manier les armes comme ça ?» demanda Williams, la voix tremblante. Maya ne répondit rien, mais son silence était plus menaçant que n'importe quelle réponse. « Je vous ai posé une question, Johnson. Je l'ai appris de personnes qui sont mortes aujourd'hui, » répondit Maya calmement. « Des personnes qui sont mortes en protégeant les autres. » La pièce devint silencieuse. Quelque chose dans son ton fit comprendre à tous les agents présents qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait connu le combat réel. Williams sentit son contrôle lui échapper. « Tu mens. Tu n'es qu'une femme de ménage qui essaie de se donner des airs. » Maya lui tourna le dos et continua à travailler. Mais Williams observa ses mouvements. Elle surveillait constamment les issues, gardait ses distances avec les menaces potentielles et restait toujours sur le qui-vive. « Ne me tourne pas le dos !» cria Williams. Maya s'arrêta mais ne se retourna pas. « Vous ne représentez aucune menace pour moi, sergent. Tu ne fais que crier. » Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Williams réalisa qu'il venait d'être rejeté par quelqu'un qui connaissait clairement la différence entre un danger réel et des paroles en l'air.
Le commandant Rodriguez était arrivé une semaine auparavant en tant que nouveau directeur de la formation. Ancien membre des SEAL avec 20 ans d'expérience, il avait l'œil pour repérer les détails que les autres ne voyaient pas. Pendant une séance d'entraînement, il remarqua Maya qui nettoyait près du stand de tir. Ses mouvements étaient trop efficaces, son positionnement trop stratégique. Elle avait toujours une issue de secours, gardait toujours une vigilance à 360 degrés. Lorsqu'un hélicoptère passait à basse altitude, elle se baissait avec le timing parfait de quelqu'un qui avait déjà essuyé des tirs depuis un appareil. Rodriguez commença à l'observer discrètement. Maya utilisait des termes militaires lorsqu'elle pensait que personne ne l'écoutait. Ses mains avaient des callosités à des endroits inhabituels pour une femme de ménage. Elle portait les marques de quelqu'un qui avait porté des fusils d'assaut pendant des années. Quand elle nettoyait les salles de briefing, ses yeux restaient fixés sur les cartes avec l'œil de quelqu'un qui avait déjà opéré dans ces terrains. Rodriguez commença à soupçonner que la femme de ménage, la plus discrète de la base, était peut-être la personne la plus dangereuse du complexe. « Johnson », l'appela-t-il un jour alors qu'elle vidait les poubelles. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 8 mois, monsieur », répondit-elle sans lever les yeux. « Où travailliez-vous avant ?» Maya marqua une pause. « À différents endroits, toujours dans le nettoyage. » Rodriguez remarqua cette pause. « Vous bougez comme quelqu'un qui a suivi un entraînement militaire. »« Je regarde beaucoup de films, » répondit Maya d'un ton neutre. « Les films ne vous apprennent pas à vérifier les coins comme vous le faites, » insista Rodriguez. Maya le regarda enfin droit dans les yeux. Certaines habitudes sont difficiles à perdre. Rodriguez eut l'impression de parler à quelqu'un qui avait connu le combat réel. Son regard avait le poids de quelqu'un qui avait pris des décisions de vie ou de mort. « Si jamais vous avez besoin de parler, ma porte est ouverte, » proposa Rodriguez. Maya acquiesça d'un signe de tête et s'éloigna. Mais Rodriguez remarqua qu'elle se déplaçait avec la vigilance contrôlée de quelqu'un qui avait appris que la sécurité n'était jamais garantie. Ce soir-là, il consulta les dossiers de tous les contractuels civils. Le dossier de Maya Johnson était mince, trop mince. Aucun service militaire, aucune habilitation de sécurité antérieure, aucun élément expliquant ses compétences évidentes. Rodriguez savait qu'il avait affaire à quelqu'un qui se cachait à la vue de tous. Au cours d'une réparation d'urgence dans la salle des armes, Maya fut appelée pour nettoyer du liquide hydraulique qui s'était répandu sur du matériel sensible. La chaleur intense l'obligea à travailler en manches courtes pour la première fois. Rodriguez passa dans le couloir pour vérifier la fuite et se figea. Sur le bras gauche de Maya, il reconnut un tatouage, un trident SEAL modifié avec 4 étoiles et 3 noms gravés en minuscules lettres. Mais ce n'était pas n'importe quel trident. C'était le symbole de l'opération Black Serpent, que seuls 12 opérateurs avaient reçu. Rodriguez courut vers son bureau et accéda à des fichiers classifiés. La recherche donna un seul nom, Chef Maya Johnson, nom de code Shadow. Première femme noire à avoir terminé la formation SEAL, spécialiste de l'infiltration urbaine et de l'élimination silencieuse. 47 missions confirmées, 23 sauvetages d'otages, créatrice de 3 techniques de combat encore utilisées aujourd'hui. Disparue il y a 5 ans après l'opération Black Serpent, où elle a perdu 3 membres de son équipe. Rodriguez lut les rapports avec une horreur grandissante. Maya Johnson était une légende vivante, l'une des opératrices les plus redoutables de l'histoire de la marine américaine. Les dossiers détaillaient son parcours. Plus jeune personne à avoir jamais suivi la formation SEAL, meilleure note en psychologie du combat, taux de réussite parfait. Elle avait éliminé à elle seule une cellule terroriste de 15 hommes pour sauver 30 otages civils à Fallujah. Mais il y a 5 ans, pendant l'opération Black Serpent, toute son équipe avait été tuée dans une embuscade. Seule Maya avait survécu, transportant 2 coéquipiers blessés sur 10 km en territoire ennemi avant l'arrivée des renforts. Tous 2 sont morts dans ses bras. Après la mission, Maya Johnson avait tout simplement disparu. Aucune adresse, aucun contact avec sa famille, aucune trace. La marine l'avait classée comme séparée dans des circonstances confidentielles. Rodriguez fixait la photo dans le dossier. C'était la même femme qui nettoyait leur sol depuis 8 mois. La femme la plus décorée de l'histoire des forces spéciales vidait leurs poubelles tout en étant humiliée par un sergent qui n'avait aucune idée qu'il tourmentait une héroïne nationale. Rodriguez ferma le dossier et resta assis, stupéfait.
Tout s'expliquait désormais. Sa façon de bouger, les compétences qu'elle essayait de cacher, le poids qu'elle portait dans son regard. Rodriguez confronta d'abord Maya en privé. « Chef Johnson, je sais qui vous êtes », dit-il en lui montrant les dossiers. Maya ne le nia pas, se contentant de demander le silence. « J'essaie de servir en paix », expliqua-t-elle. Rodriguez ne l'accepta pas. Le lendemain matin, pendant une formation complète, il interrompit Williams au cours d'une autre séance d'humiliation publique. « Sergent Williams, reculez immédiatement », ordonna-t-il. Williams protesta. « Monsieur, je supervisais simplement le personnel de nettoyage. » Rodriguez explosa. « Chef Johnson, présentez-vous. » Maya cessa de travailler, l'air véritablement perplexe. Rodriguez prit sa carte d'identité militaire et la lut à haute voix à toute la salle d'entraînement. Premier maître, Maya Johnson, SEAL Team 6, médaille d'honneur, Silver Star, Purple Heart, avec 3 agrafes. La Shadow de Fallujah, qui a éliminé à elle seule une cellule terroriste de 15 hommes pour sauver 30 otages civils. Le silence était total. Williams recula, le visage livide, comprenant enfin qui il avait réellement humilié. Le chef Johnson détient le record du plus grand nombre de missions réussies dans l'histoire des SEAL, a poursuivi Rodriguez. Elle a sauvé plus de vies américaines que n'importe qui dans cette pièce. Pendant que vous la traitiez comme un moins que rien, elle servait discrètement, car c'est ce que font les vrais héros. Williams a balbutié. « Monsieur, je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas parce que vous ne vous en souciez pas, » a rétorqué Rodriguez. « Vous avez vu une femme noire en tenue de travail et vous avez décidé qu'elle était inférieure à vous. Vous n'avez jamais pris la peine de regarder plus loin. » Maya resta figée, sa couverture soigneusement construite complètement détruite. Tous ces mois passés à se cacher, à être invisible, s'étaient envolés en un instant. « Chef Johnson, » dit Rodriguez plus gentiment, « vous n'avez plus besoin de vous cacher. Ces gens ont besoin de savoir à quoi ressemble le vrai service. » Maya regarda autour d'elle tous les visages qui la fixaient. Certains exprimèrent la stupeur, d'autres la honte, quelques-uns le respect qu'on lui avait refusé pendant des mois. Williams tremblait. « Madame, je suis désolé, je ne savais pas qui vous étiez. » La voix de Maya était calme mais claire. « Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis pour me traiter avec la dignité humaine élémentaire. » Maya retira lentement sa chemise de travail, révélant son tatouage. Les 3 noms brillaient sous la lumière. Marcus Chen, David Rodriguez, James Thompson. « Jamais oublié, » murmura-t-elle. Williams recula comme s'il avait été frappé. « James Thompson, » répéta-t-il d'une voix brisée. « Mon petit frère. » Maya se tourna vers lui, le regard sincèrement choqué. « Il m'a écrit à propos de son chef d'équipe, » a poursuivi Williams, les larmes commençant à couler. « Il a dit que vous étiez le meilleur opérateur qu'il ait jamais connu, que si quelque chose lui arrivait, vous vous en voudriez. » Maya s'est effondrée sur une chaise, la révélation la frappant comme un coup de massue. « Il m'a promis que vous étiez un homme bien, » a-t-elle murmuré. « Il a dit que si quelque chose lui arrivait, vous me comprendriez. » William s'avoua. « Quand j'ai appris qu'un Johnson travaillait ici, j'ai mené l'enquête. J'ai découvert qui vous étiez, il y a 2 mois. Je voulais que vous ressentiez la même douleur que moi. Je voulais que vous sachiez ce que c'est que d'être humilié, d'être brisé. » La pièce resta plongée dans un silence complet, tandis que tout le monde prenait conscience de l'ampleur de la tragédie. 2 survivants détruits par la même perte, se faisant du mal au lieu de s'entraider. « James parlait tout le temps de vous, » dit Williams à travers ses larmes. « Il disait que vous étiez comme une grande sœur pour lui. Il disait que vous lui aviez appris à être courageux, à protéger les autres quoi qu'il arrive. » La voix de Maya se brisa. « Il est mort en me couvrant pour que je puisse m'échapper. Il a choisi de mourir pour que je puisse vivre. Je l'ai laissé là-bas. Je les ai tous laissés là-bas. »« Non, » dit Williams fermement. « Vous l'avez ramené à la maison. Le rapport dit que tu as porté son corps sur 6 kilomètres sous le feu ennemi. Tu nous as ramené mon frère à la maison. » Maya leva les yeux vers Williams, le regard plein de douleur. « J'aurais dû mourir à sa place. Il avait une famille qui l'aimait. Moi, je n'avais rien. » Williams secoua la tête. « Il n'est pas mort pour rien. Il est mort en protégeant quelqu'un qui allait sauver d'autres vies. C'est ce qu'il aurait voulu. » Le poids du chagrin partagé envahit la pièce, alors que les 2 survivants faisaient enfin face à leur perte ensemble. Maya avait la possibilité de détruire Williams complètement.
Rodriguez lui proposa une mutation, une rétrogradation, voire la cour martiale pour harcèlement racial. « Il mérite d'être poursuivi pour ce qu'il t'a fait », insista Rodriguez. Maya resta silencieuse pendant de longues minutes, regardant le tatouage où était gravé le nom de James. Elle pensa à Jessica, la fille de Williams qui voulait suivre une carrière militaire. Finalement, elle prit la parole. « James est mort en me couvrant. Il a choisi de mourir pour que je puisse vivre. Si je détruis son frère maintenant, je donne un sens à sa mort. » Williams implora son pardon, mais Maya le coupa. « Je n'ai pas besoin de votre pardon. Vous devez apprendre ce que James savait, que la vraie force ne vient pas de l'humiliation des autres. Elle vient de leur protection. » Elle prit une décision qui choqua tout le monde. « Je vais former la prochaine génération de femmes agents. Et Williams va m'aider. Il va apprendre à honorer la mémoire de son frère comme il se doit. » Rodriguez protesta. « Chef, après ce qu'il vous a fait, vous n'êtes pas sérieuse. » James croyait aux secondes chances, répondit Maya. Il croyait que les gens pouvaient changer si on leur donnait les bons conseils. Son frère va lui donner raison. Williams était stupéfait. « Vous me faites confiance après tout ce que j'ai fait ?»« Je ne vous fais pas confiance, » répondit Maya fermement. « Je vous donne la chance de gagner ma confiance. James a vu quelque chose de bon en vous. Je vais découvrir s'il avait raison. » Elle énonça ses conditions. « Vous ferez tous les exercices que ces femmes font. Chaque doute, chaque question, chaque moment où elles sont sous-estimées, tu observeras et tu apprendras. Tu comprendras ce que cela signifie d'être jugé avant même d'avoir parlé. » Williams accepta sans hésiter. « Je ferai tout ce que tu me demanderas. » Maya acquiesça. « On commence demain. Et Williams ? Il ne s'agit pas de te faire sentir mieux par rapport à ce que tu as fait. Il s'agit de s'assurer qu'aucune autre femme n'ait à vivre ce que j'ai vécu. » Ce choix allait non seulement déterminer sa guérison, mais aussi transformer son pire ennemi en son plus fidèle allié. Maya accepta de diriger le premier programme de formation destiné aux femmes noires souhaitant devenir agents secrets. Mais elle posa ses conditions. Pas de publicité, pas de médaille, pas de reconnaissance. « Je donne un cours, puis je disparais », déclara-t-elle. Williams demanda à participer, mentionnant pour la première fois sa fille Jessica. Maya accepta, mais à une condition. « Vous ferez tous les exercices que ces femmes feront. Vous observerez et apprendrez de chaque question, de chaque doute, de chaque moment où elles seront sous-estimées. » Williams accepta sans hésiter. La première séance fut déterminante. Maya ne se contenta pas d'entraîner les aptitudes physiques, elle entraîna aussi l'état d'esprit. « Vous serez jugés 2 fois plus sévèrement, » dit-elle aux candidates. « Vous serez interrogés lorsque vous réussirez, ignorés lorsque vous excellerez, blâmés lorsque les autres échoueront. Acceptez cela et devenez si bonnes que les critiques perdront tout leur sens. » Williams observait en silence, commençant à comprendre la différence entre l'autorité et le leadership. Les méthodes de Maya étaient différentes de celles de l'entraînement traditionnel. Elle mettait autant l'accent sur la force mentale que sur la force physique. « Vos ennemis tenteront de vous briser psychologiquement avant de vous attaquer physiquement, » expliquait-elle. « Si votre esprit est fort, votre corps suivra. » Les 5 femmes participant au programme venaient d'horizons différents. Certaines étaient issues de familles de militaires, d'autres étaient des soldats de première génération. Maya traitait chacune d'elles en fonction de ses besoins, mais exigeait l'excellence de toutes. « Je ne vous ménagerai pas parce que vous êtes des femmes, » leur disait Maya. « Je serai plus dur avec vous parce que le monde sera plus dur avec vous. À la fin de votre formation, vous serez prêtes à tout. » Williams commença à comprendre ce qu'était le véritable leadership. Maya n'élevait jamais la voix, n'utilisait jamais la peur comme motivation. Elle poussait les candidates plus loin que tous les instructeurs qu'il avait connus, mais celles-ci répondaient avec respect et détermination. « Elle ne forme pas seulement des soldats, » réalisa Williams, « elle crée des guerrières. » Pour la première fois depuis des mois, Williams ressentit de l'espoir. Peut-être pourrait-il apprendre à devenir l'homme que son frère croyait qu'il était. Peut-être pourrait-il contribuer à créer une meilleure armée pour sa fille Jessica. Les semaines passèrent et la transformation de Williams s'opéra lentement. Il commença à défendre les candidates contre les commentaires négatifs des autres instructeurs. « Ces femmes sont ici pour les mêmes raisons que nous », disait-il fermement. Maya remarqua le changement et commença à l'impliquer plus directement dans la formation. Un soir, il resta après les cours pour lui parler. « Ma fille Jessica a 16 ans et veut s'engager. Avant, je craignais qu'elle ne soit pas assez forte.
Maintenant, je crains que le monde ne soit pas digne d'elle. » Maya répondit avec la sagesse de quelqu'un qui avait surmonté sa propre douleur. « Alors faites en sorte qu'elle entre dans un monde meilleur que celui que nous avons connu. » Williams a commencé à voir Maya non seulement comme la personne qui avait survécu à la mort de James, mais aussi comme la leader que James admirait. Il a commencé à écrire à Jessica pour lui faire part des leçons qu'il apprenait, la préparant à un avenir militaire plus inclusif. « James disait toujours que vous étiez la meilleure enseignante qu'il ait jamais eue, » a déclaré Williams à Maya un jour. « Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Vous n'enseignez pas seulement des compétences, vous apprenez aux gens à être meilleurs qu'ils ne le pensaient. » Les méthodes d'entraînement de Maya étaient révolutionnaires. Elles mettaient l'accent sur le renforcement de la confiance en soi par la compétence. « Le doute est la plus grande arme de ton ennemi, » enseignait-elle. « Si tu sais que tu peux faire quelque chose, le doute devient impossible. » Williams voyait les candidats devenir chaque jour plus forts, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ils se comportaient différemment, parlaient avec plus d'assurance, se soutenaient mutuellement au lieu de se faire concurrence. « C'est ce que James voyait en vous, » réalisa Williams. « Vous ne formez pas seulement des soldats, vous formez des leaders. » Maya commença à confier davantage de responsabilités à Williams. Elle le laissa diriger certains exercices, veillant toujours à ce qu'il traite les candidates avec respect. « Vous apprenez, » lui dit Maya après une séance particulièrement réussie. James serait fier. Williams ressentit tout le poids de ces mots. Pour la première fois depuis la mort de son frère, il avait l'impression d'honorer la mémoire de James au lieu de pleurer sa perte. « Je veux être l'instructeur que ces femmes méritent, » déclara Williams, le genre de leader que James pensait que je pouvais être. Le programme donnait des résultats incroyables. 3 des 5 candidates initiales ont été sélectionnées, un taux de réussite jamais atteint auparavant. Williams est devenu un fervent défenseur du programme, remettant en question les sceptiques des autres départements. « Vous voulez voir la force ?» demanda-t-il lorsqu'on lui posa la question. « Ces femmes et leur instructeur m'ont appris que la vraie force est plus difficile à voir que nous le pensions. » Le changement culturel commença à se propager. D'autres complexes demandèrent à copier le modèle. Maya refusa de s'impliquer directement, mais Williams prit la tête de l'expansion. « Elle m'a appris à faire les choses correctement, » expliqua-t-il à ses supérieurs. « C'est maintenant ma responsabilité de diffuser cette leçon. » Les 3 opérateurs diplômés se sont rapidement distingués dans leur mission, prouvant l'efficacité des méthodes de Maya. Williams a conservé une photo de James dans son bureau, non pas en souvenir de sa perte, mais comme source d'inspiration pour devenir l'homme que son frère croyait qu'il pouvait être. Maya observait la transformation de Williams avec une satisfaction tranquille. Il était devenu le leader que James avait toujours dit qu'il était. Lors des évaluations, d'autres instructeurs ont commenté le changement d'approche de Williams. « Il est complètement différent », a déclaré l'un d'eux. « Il est plus patient, plus concentré sur le développement des personnes plutôt que sur leur démolition. » Williams a commencé à recevoir des demandes d'autres bases pour des conseils sur les programmes de formation. À chaque fois, il rendait hommage aux méthodes de Maya. « J'ai appris auprès de la meilleure, » disait-il. Le chef Johnson ne se contentait pas d'enseigner des techniques de combat. Elle enseignait le leadership par l'exemple. Maya restait dans l'ombre, mais son influence se répandait à travers le travail de Williams. Grâce au programme qu'elle avait lancé, les jeunes femmes de l'armée bénéficiaient d'une meilleure formation. James serait émerveillé, dit un jour Williams à Maya. Sa mort a donné naissance à quelque chose de magnifique. Ces femmes ont des opportunités dont ils ne pouvaient que rêver. Maya acquiesça silencieusement. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que d'autres puissent vivre une vie meilleure. Williams était devenu plus qu'un simple allié. Il était devenu un véritable défenseur du changement. L'homme en colère et amer qui avait tourmenté Maya avait disparu, remplacé par quelqu'un digne de la mémoire de James. Les médias ont finalement découvert l'histoire grâce à des fuites. Des journalistes ont proposé des contrats d'1 million de dollars pour écrire la biographie de Maya. Le Pentagone voulait l'utiliser comme symbole de la diversité et de l'inclusion. Maya a tout refusé, mais la pression s'est intensifiée. Williams a vu son malaise grandir et a pris une décision. Il allait devenir son bouclier contre l'attention indésirable. « Toutes les questions concernant le programme doivent passer par moi », déclara-t-il officiellement. Le chef Johnson sert avec distinction et mérite le respect de sa vie privée. Lorsque les journalistes le pressèrent de questions sur cette histoire dramatique, d'humiliation et de rédemption, Williams répondit «
J'ai manqué de respect à quelqu'un qui aurait pu me tuer avec un trombone. Elle a choisi de m'enseigner une leçon à la place. Cela en dit long sur sa personnalité. Vous ne méritez pas d'exploiter cela. Maya observait Williams protéger sa vie privée comme James l'aurait fait et réalisa que la promesse qu'elle avait faite à son frère mourant était enfin tenue. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Maya à Williams en privé. « Vous pourriez devenir célèbre grâce à cette histoire. » Williams secoua la tête. « James m'a appris que les vrais héros ne veulent pas la célébrité. Ils veulent servir discrètement et être laissés tranquilles. Vous avez mérité ce droit. » La pression des médias et des responsables militaires continua. Ils voulaient que Maya donne des interviews, écrive des livres, assiste à des cérémonies. Williams bloqua toutes les demandes. « Le service du chef Johnson parle de lui-même », répondait-il à tous ceux qui lui posèrent la question. « Elle n'a pas besoin de se mettre en scène devant les caméras pour prouver sa valeur. » Maya appréciait la protection de Williams plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Pendant des mois, elle avait été invisible et ignorée. Maintenant, elle était célèbre, mais elle voulait toujours qu'on la laisse tranquille. « Je veux juste terminer ce programme et disparaître à nouveau », a déclaré Maya à Williams. « Je comprends », a répondu Williams, « et je vais m'assurer que vous puissiez le faire. James aurait voulu que vous trouviez la paix. » Williams avait appris que le véritable leadership consistait à protéger ceux qui servaient et non à les exploiter. Il s'est interposé entre Maya et le monde qui voulait utiliser son histoire à ses propres fins. Maya réalisa qu'elle avait créé plus qu'un simple programme de formation. Elle s'était fait un véritable allié qui comprenait la valeur du service plutôt que celle de la célébrité. 6 mois après le début du programme, Maya savait qu'il était temps de partir. Elle approcha Williams en privé. « Le programme n'a plus besoin de moi. Il a besoin de vous. » Williams protesta, mais Maya resta ferme. « James m'a dit que vous étiez un leader né. Prouvez-lui qu'il avait raison. » Elle remit à Williams tous les manuels de formation qu'elle avait élaborés, ainsi qu'une lettre scellée. « Ouvrez-la lorsque Jessica s'inscrira, » lui dit-elle. Maya organisa ensuite son départ avec soin. Elle remit officiellement sa démission, vida son appartement et transféra discrètement ses quelques affaires. Tôt le matin de son départ, elle laissa un petit mot dans le bureau de Williams. « Les héros sont ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. Laissez-les reposer en paix. Prenez soin de ceux qui sont restés. » Williams trouva la note et courut la rattraper, mais Maya était déjà partie. Il se rendit à son appartement, mais il était vide. Elle avait disparu aussi discrètement qu'elle était apparue. Le programme se poursuivit sous la direction de Williams. Il utilisa les méthodes de Maya exactement comme elle le lui avait enseigné. Lorsque de nouveaux instructeurs remirent en question son approche, il répondit simplement « C'est ainsi que le chef Johnson procédait. Si cela lui convenait, cela nous convient aussi. » Williams conservait les manuels de formation de Maya comme des textes sacrés. Il étudiait chaque note, chaque technique, chaque conseil qu'elle avait noté. Il devint le professeur qu'elle avait formé. « Où est passée la chef Johnson ?» demandèrent les candidats. « Elle est partie là où vont les héros quand leur travail est terminé », répondait Williams. « Elle est devenue une légende. » Williams entretenait un petit jardin commémoratif derrière les installations d'entraînement, sans panneaux, juste des plantes indigènes et un trident en métal avec 3 étoiles pour ceux qui avaient servi dans l'ombre. Le programme s'est développé sous sa direction, mais il en attribuait toujours le mérite à Maya. « Je ne fais que poursuivre ce qu'elle a commencé, » disait-il. « Le vrai travail a été fait par quelqu'un de bien meilleur que moi. » Maya Johnson avait tenu sa promesse à James. Elle avait fait de son frère le leader qu'il avait toujours cru qu'il pouvait être. 2 ans plus tard, Maya fut retrouvée par Rodriguez dans un petit magasin d'armes à feu dans la campagne du Montana. Elle travaillait à l'arrière, réparant des fusils anciens pour des vétérans qui n'avaient pas les moyens de les faire réparer. Rodriguez lui apporta des médailles et des arriérés de salaire. Elle les repoussa, sans les ouvrir. « J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Quand il partit, elle lui remit un message. « Dites à Williams que Jessica aura une place à Coronado quand elle sera prête. Les coéquipiers de son père se souviennent. » La Shadow Foundation fit apparaître des dons anonymes, équipements pour les candidates, bourses pour les filles de soldats tombés au combat, financement pour la recherche sur les traumatismes. Williams poursuivit le programme avec une passion renouvelée, sa fille Jessica ayant désormais 18 ans et prête à s'engager. Le jour de la remise des diplômes de Jessica, il ouvrit la lettre de Maya. « James serait fier de l'homme que tu es devenu.
Prends soin de notre Jessica comme il l'aurait fait. Des années plus tard, à l'aube dans les montagnes du Montana, Maya Johnson courut ses 5 kilomètres éternels. Elle portait 3 balles usagées, polies par une manipulation constante. À travers le pays, les guerriers qu'elle avait formés servaient avec distinction. Williams menait la révolution culturelle qu'elle avait commencée. Jessica Johnson Williams devint la première de sa famille à servir dans les forces spéciales, portant l'héritage de son oncle et du mentor qu'elle n'avait jamais rencontré personnellement. Maya continua à courir, ombre parmi les vivants, portant les morts avec elle à chaque foulée. Au mémorial isolé, 3 oiseaux s'envolèrent au lever du soleil. Un cardinal, un geais bleu et un faucon, s'élevant ensemble dans le ciel infini. Le programme de Williams avait désormais formé plus de 200 femmes. Chacune d'entre elles transmettait les leçons de Maya sur la force, le leadership et le service. L'armée changeait, une diplômée à la fois. Maya vivait tranquillement, n'apparaissant que lorsque les anciens combattants avaient besoin d'une aide qu'ils ne pouvaient obtenir ailleurs. Elle réparait leurs armes, écoutait leurs histoires, puis disparaissait à nouveau. Pour ceux qui servent dans l'ombre, le plus grand honneur est d'être oubliés, tandis que leur travail reste éternel. Maya Johnson avait atteint cet honneur. Invisible à nouveau, mais son impact visible dans chaque femme qui servait avec confiance parce qu'elle leur avait montré la voie.